Fillette de 3 ans décède en Belgique des suites du coronavirus. L'occasion pour le centre de crise de lancer un nouveau rappel à l'ordre. Le porte-parole interfédéral répondra en direct à nos questions. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce RT L'Info, 19h. Les gens n'ont encore rien compris. C'est une maladie grave. C'est un virus qui tue. Ce médecin, ancien malade, ne comprend pas pourquoi certains ne respectent plus les mesures sanitaires. Un relâchement qui se confirme, les chiffres de l'épidémie sont toujours en hausse. N'oubliez pas que dès demain, le port du masque sera obligatoire dans de très nombreux lieux publics. Plusieurs villes ont déjà pris des mesures. On verra lesquelles dans un instant. Si c'est en anglais. Un formulaire uniquement en anglais pour l'instant et des consignes un peu floues. On verra ce que vous devrez faire dès le 1er août si vous revenez de l'étranger. Et puis nous irons aussi en Turquie avec cette première prière aujourd'hui à l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Un bâtiment historique dont la reconversion en mosquée est plutôt controversée. C'est la plus jeune victime de cette pandémie en Belgique, une petite fille de 3 ans qui souffrait déjà d'autres pathologies et donc décédée du coronavirus. Un cas rare qui a marqué les autorités sanitaires, qui souhaitent d'ailleurs que ce décès nous fasse prendre conscience que personne n'est immunisé. Emmanuel Dupont avec Redjeb Ametaj. Je dois malheureusement vous faire part d'une triste nouvelle aujourd'hui. Il y a quelques jours, un enfant de 3 ans est décédé des suites d'une infection au Covid-19. C'est avec une profonde émotion que scientifiques et médecins prennent la parole ce matin. Alors que la propagation du virus inquiète, les autorités évoquent brièvement le cas de cette fillette âgée de 3 ans, originaire de Bruxelles. En espérant que cette triste nouvelle nous serve de prise de conscience. La jeune victime était fragile. Elle souffrait, selon nos informations, d'insuffisance respiratoire et de plusieurs maladies sous-jacentes. C'est donc un cas exceptionnel de comorbidité qui l'a prédisposé à une évolution grave, voire fatale. On peut probablement, dans ces cas-là, dire que cet enfant est décédé avec le Covid et pas du Covid, puisque dans toutes les situations en Belgique, en tout cas, où les patients étaient des enfants et sont décédés, il y avait une association connue et préexistante avec une autre maladie grave. Une adolescente de 12 ans est décédée le 31 mars dernier et il y a quelques jours, c'est une jeune adulte de 18 ans qui succombait à la maladie. De manière générale, les jeunes ne sont pas les premières victimes du coronavirus, mais leurs cas ne doivent pas être sous-estimés. Effectivement, ils ne sont pas les premières victimes, mais ce que l'on craint, c'est que les patients de 20-30 ans soient les premiers patients à retransmettre cette infection et à favoriser une recrudescence de l'épidémie. Face au regain de l'épidémie ces 15 derniers jours, les autorités appellent donc à la vigilance et demandent à la population jeune en particulier d'adopter des comportements et des gestes appropriés. Et le porte-parole interfédéral de la lutte contre le virus est en direct avec nous depuis chez lui, puisqu'il s'est placé en quarantaine. Bonsoir Yvan Latem. Je rappelle que vous avez été testé négatif, mais que vous préférez rester à l'écart. Alors on l'a dit, ce genre de cas est extrêmement rare, mais ça reste toujours très dur psychologiquement à accepter. Oui, c'est la 3e fois que nous déplorons effectivement en Belgique un décès de moins de 20 ans. Et en l'occurrence, ceci est un des décès les plus jeunes connus dans le monde. C'est particulièrement dur, on le comprend pour tous et spécialement pour la famille. Dans ce contexte-là, ça nous permet malheureusement de rappeler que non seulement il est utile de se protéger pour protéger les autres, mais même quand on est jeune, parfois pour se protéger soi-même et protéger les jeunes qui sont affaiblis. Restez avec nous, Yvan Latem. Pour ce qui est des chiffres globaux, on va voir qu'ils continuent d'augmenter. Entre le 14 et le 20 juillet, il y a eu en moyenne 220 nouvelles contaminations dépistées par jour. C'est une hausse de 89% par rapport à la semaine précédente. Augmentation aussi du nombre d'hospitalisations avec une moyenne de 15 par jour et des décès qui augmentent de 67%. Ce qui inquiète surtout le centre de crise aujourd'hui, c'est que les nouveaux foyers de l'épidémie qui semblaient localisés dans certaines villes ou dans certaines provinces sont apparemment en train de s'étendre au reste du pays. Camille Matoulin, Redjeb Ametaj. En une semaine, plusieurs foyers sont nés ou se sont élargis dans le pays. Le plus important reste Anvers avec 395 infections sur ces 7 derniers jours, 106 pour la région bruxelloise. La Wallonie n'est pas épargnée avec une trentaine de cas à Charleroi et Aubange, une vingtaine à Liège et Namur. La Flandre, elle aussi, voit naître des foyers sur tout son territoire.
Bref, le virus gagne à nouveau du terrain. Au début, il y avait encore des lieux concentrés. Maintenant, on constate que partout, on voit des cas et aussi plusieurs cas. Personne n'est à l'abri et donc nous devons vraiment tous se sentir concernés par cette pandémie et tous agir pour notre santé et celle de nos proches. Agir, cela veut dire se protéger correctement avec les bons outils, les bons masques, entre autres. Les couvre-bouches ne protègent pas contre la contamination. Le haut de ces protections est complètement ouvert et n'arrête donc rien. Les couvre-bouches ne protègent ni le porteur, ni les personnes dans son environnement. Le centre de crise rappelle aussi l'importance des gestes qui sont entrés dans notre quotidien depuis 4 mois. Se laver les mains régulièrement, se tenir à bonne distance des autres ou encore ne pas boire dans le même verre ou manger avec les mêmes couverts qu'une autre personne. Oui, l'Institut de santé publique Sciences Ano précise aussi que le taux de reproduction du virus s'élève désormais à 1,27 en Belgique. Autrement dit, 100 personnes infectées en contaminent en moyenne 127 autres. Un taux qui serait même proche de 2 à Anvers. Et je reviens vers vous, Yvan Latem. Ce qui n'était encore que des foyers isolés il y a quelques jours semble donc se répandre. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas agi suffisamment vite au niveau local pour les éradiquer? On a toujours les clusters que l'on connaît, mais autour d'eux, effectivement, il y a une extension qui se fait. Il y a aussi une augmentation un peu plus diffuse dans d'autres provinces. Donc ça signifie qu'effectivement, il est largement nécessaire maintenant d'agir parce qu'on ne peut pas laisser le virus se répandre aussi largement dans la population. Et donc c'est le moment où jamais, quelques jours peuvent faire toute la différence et j'espère qu'on a agi à temps. Et certains spécialistes en Flandre estiment que le Conseil national de sécurité d'hier aurait dû aller plus loin en réduisant notamment notre bulle sociale. C'est aussi votre avis ? Alors, la plupart des scientifiques ont proposé effectivement de réduire cette bulle, pas parce que le nombre de 10 proposé est un chiffre magique par rapport à 15, simplement pour rappeler à tout le monde qu'on a été trop loin, comme l'a dit la Première ministre, on a fait 15 par jour plutôt que 15 par semaine, et donc c'est symbolique, c'est dire il faut maintenant donner un petit coup de frein et pas un coup d'accélérateur au nombre de gens que l'on peut voir. Merci beaucoup Yvan Latem d'avoir été en direct avec nous une fois de plus ce soir. Les scientifiques du GES, le groupe d'experts en charge du déconfinement, avaient effectivement suggéré que la bulle sociale soit réduite à 10 personnes, mais le monde politique ne l'a pas suivi. En réalité, de plus en plus de tensions apparaissent entre les experts et les élus, des scientifiques qui ont parfois l'impression d'être manipulés par les politiques. Aujourd'hui, la présidente du groupe, Erika Vlieg, a même menacé de démissionner. On voit pourquoi avec Arnaud Gabriel, Guillaume Wils et Pierre Alterman. Erika Vlieg, présidente du groupe d'experts en charge du déconfinement. Je ne suis pas le jouet du monde politique. Une réaction vive et franche. C'est totalement inacceptable. Tout comme les autres experts, j'étais en faveur d'une bulle plus petite. Si la communication politique continue sur cette voie, j'envisage sérieusement de démissionner de la présidence du GES. Tout commence hier soir sur le plateau de nos confrères de la chaîne flamande VTM. Yann Jambon est l'invité. Une question porte sur la bulle sociale. Pour quelle raison n'est-elle pas limitée à 10 au lieu de 15 personnes? Réponse du ministre-président flamand. Madame Vlieg était dans le Conseil. On a décidé ensemble de faire comme ça. Une petite phrase, mais aux lourdes conséquences. Car jamais la présidente du groupe d'experts n'a donné son feu vert, que du contraire. Cette spécialiste est même favorable à une réduction de cette bulle sociale. C'est beaucoup plus important d'éviter d'avoir trop de contacts. Depuis le début de la crise, les divergences et les oppositions entre les experts scientifiques et le monde politique sont fréquentes. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Les experts qui viennent du monde académique viennent avec cette liberté d'expression. Et c'est intrinsèque à notre fonction, notre mandat au sein des universités. Aujourd'hui, une ligne est franchie, une rupture de confiance, d'autant que les attaques se multiplient. Ce sont des attaques qui sont anonymes ou qui sont basées sur des choses qui ne sont pas totalement correctes, comme on l'a vu. Alors là, la relation de confiance dans laquelle on travaille, même si c'est une relation qui peut parfois être tendue, s'altère. Et donc ça, il va falloir résoudre, oui. La polémique enfle sur les réseaux sociaux. Erika Vlieg est soutenue par ses collègues. Ses qualités sont vantées.
Le porte-parole de Yanyam Bonne doit réagir. Pendant la réunion, Erika Vlieg a dit clairement qu'elle était partisane d'un retour de la bulle à 10 personnes. À la fin, Yanyam Bonne avait vraiment l'impression qu'elle pouvait se retrouver dans l'accord global. Un pas en arrière, un aveu et des excuses, mais la relation est de plus en plus tendue. Ce soir, la première ministre Sophie Wilmès exprime sa gratitude envers Erika et l'ensemble des experts. Une chose est sûre, même si tout le monde n'est pas d'accord pour parler de deuxième vague, l'épidémie connaît bel et bien un rebond chez nous. Mais pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ? Que s'est-il passé depuis le début du déconfinement ? C'est ce qu'Arnaud Gabriel et Guillaume Wills ont cherché à savoir. On voit qu'il est très très difficile de maintenir un confinement strict pendant plusieurs mois. C'est la première leçon d'une pandémie qui dure dans le temps. La preuve avec ces images de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux. Des fêtes, des rassemblements sans aucune mesure de distanciation ou de protection. C'est le premier facteur d'une hausse inévitable des contaminations. Deuxième facteur, c'est la reprise de la vie socio-économique. C'était un des objectifs du déconfinement. Donc, tous les travailleurs actifs, c'est surtout dans la catégorie quadra-quinquat, sont beaucoup plus en présence. Les retours de vacances commenceraient aussi à se faire légèrement sentir, mais il est encore trop tôt pour pouvoir mesurer l'impact précis. Si le nombre de contaminations augmente, c'est aussi mathématique et dû au nombre de tests réalisés. Comme on teste plus, beaucoup plus, on trouve plus. Le Luxembourg avait à un moment donné un des taux de contamination les plus élevés d'Europe, mais une des mortalités les plus faibles d'Europe, parce qu'ils testaient énormément de personnes. Donc forcément, ils en trouvaient. Plus on teste, plus on trouve. Le facteur climatique est une autre explication possible. Les conditions de ces dernières semaines sont moins favorables pour freiner la propagation du virus, avec des températures légèrement plus basses. La grande majorité des nouvelles contaminations, on l'a dit, concernent des jeunes d'une vingtaine d'années, des citoyens de plus en plus pointés du doigt par ceux qui estiment qu'ils ne respectent pas les mesures sanitaires. Alors est-ce vrai ? Sont-ils conscients de ce qui est en train de se passer ? Nous avons choisi ce soir de leur donner la parole. Camille Matoulin avec Nicolas Loïc et Maxime Simon. 21h15, place du Luxembourg à Bruxelles, l'heure de boire un verre assis dans l'herbe ou à la terrasse d'un des nombreux bars. Dès demain, ces jeunes devront donner leurs coordonnées, même pour prendre un café. Une mesure qui ne met pas tout le monde d'accord. Je le donnerai pas. Parce que j'ai pas envie que ça atteigne sur ma liberté privée, quoi. D'abord, il faudra voir tout ce qui est protection des données, voir comment ils vont gérer la collecte des données et l'usage qu'ils vont en faire après. Donc ça, c'est pas très clair au niveau légal. Le nombre de cas repart à la hausse depuis plusieurs jours et les jeunes sont pointés du doigt. Les fêtes, l'alcool ne font pas bon ménage avec les gestes barrières. Quand je vois que c'est les 20-40 ans qui sont le plus touchés actuellement par le coronavirus, on en prend conscience, mais d'un côté, il faut trouver l'équilibre entre santé mentale et santé physique. C'est vrai que voilà, nous on a plus l'habitude de sortir le soir, de traîner dans des boîtes ou dans des maisons des amis. Alors c'est vrai qu'il y a plus de risques. Pendant le déconfinement, je me disais, ok, ça va, il y a genre 1 mètre, 1,50 m de distance entre les différentes tables, mais je vois plus ça. C'est pas évident, quoi. On doit aussi sortir, voir les amis, un peu décompresser. Et je pense qu'on ne se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir et on veut juste se laisser aller, s'amuser. Ouais. S'amuser, profiter, par peur d'être confiné à nouveau. Moi, j'ai pas envie de vivre un deuxième confinement parce que je suis pas prête à ça psychologiquement et je pense que personne n'a envie de vivre un deuxième confinement. Mais je me dis que si les mesures sont prises, c'est que c'est nécessaire. Ces jeunes ont aussi des avis mitigés quant à l'élargissement du port du masque. Mais tous disent avoir confiance en le Conseil national de sécurité. Ce regain de l'épidémie inquiète aussi tous ceux qui ont déjà été frappés par le virus. C'est le cas du docteur Antoine Sassine, urologue à l'hôpital Delta et qui avait passé plusieurs semaines en soins intensifs. Vous allez l'entendre, il ne comprend pas. Pour lui, les gens n'ont toujours rien compris. Olivier Rosenweg avec Denis Caudron. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Tout va bien? Ces consultations, il les a reprises il y a seulement 2 semaines. Ce calcul-là, tu vas l'éliminer. Un retour au travail en douceur,
à l'écoute d'un corps qui fonctionne encore au ralenti. On est exténué même, c'est pas de la fatigue seulement, on est vite exténué et ça arrive comme ça en fraction de seconde sans vous prévenir. Brutalement, vous êtes en train de faire quelque chose et vous sentez que vous n'en pouvez plus rien. Et là, votre corps s'arrête. Des séquelles encore bien présentes 3 mois après avoir frôlé le précipice. Merci l'équipe de m'avoir donné. Ça fatigue pas. 17 avril dernier, Antoine Sassine sort de 4 semaines aux soins intensifs avec le sentiment d'être un miraculé. Vous vous êtes senti mort? Tout à fait. À un moment donné, je côtoyais mon père, des gens qui sont décédés depuis des années et des années, et puis on voyait les choses, donc je voyais que des morts. À 58 ans, toujours en vie, cet urologue constate amer la reprise de l'épidémie. Les gens n'ont encore rien compris. C'est une maladie grave. C'est un virus qui tue. C'est pas une bête grippe. Ce n'est pas une bête pneumonie. C'est vraiment un virus qui tue les gens. Aujourd'hui, il vit avec la peur, en tant que médecin et en tant que patient, d'être à nouveau confronté au virus. Il faut mettre le masque, il faut se laver les mains, il faut prendre ses distances. Peut-être ce n'est qu'une petite période d'1 mois, de 2 mois, mais c'est très important. Important pour ne pas traverser ce que lui a traversé. Ce n'est pas une promenade, c'est un calvaire. Évitez-le. N'oubliez pas aussi que dès demain, le port du masque sera obligatoire dans tous les endroits fréquentés. Ce sont en fait les communes ou les provinces qui vont mettre en place ces règles. Et beaucoup l'ont déjà fait. On sait déjà qu'il faudra porter un masque dans les centres de plusieurs grandes villes du pays et notamment sur toutes les digues au littoral. On voit ça en détail avec Lax Milota. Sur la côte, le port du masque devient obligatoire sur toutes les digues. Toutes les stations balnéaires sont tenues de respecter la règle. La gouverneure de la province souhaite de l'uniformité. À Bruxelles, le bourgmestre indique que la rue Neuve, le piétonnier et la rue Marie-Christine à Laken sont concernés. Le Conseil national de sécurité l'a en effet annoncé hier. Les promeneurs doivent porter un masque dans toutes les rues commerçantes. Mais il faudra vous fier aux pancartes dans les communes bruxelloises, car chaque bourgmestre peut choisir les voies où imposer le masque. Il y aura 16 rues et places à Evere, par exemple. À Charleroi, masque obligatoire dans tout le centre-ville, dans les zonings commerciaux et sur les parkings, ainsi que dans les plaines de jeux. En ce qui concerne Liège, la mesure sera appliquée dans l'hypercentre piétonnier, ainsi que dans une dizaine de rues très animées. Namur étend pour sa part le port du masque le long des quais de Sambre et sur plusieurs places très fréquentées par les jeunes dès 17 h aujourd'hui. La place des Camps et la place du marché aux légumes, dite place du Vieux. Dès demain, la mesure sera aussi appliquée sur les quais de Meuse et la passerelle L'Enjambée. Pour acheter une glace, il faudra être masqué. Attention, chaque samedi, le port du masque sera obligatoire dans tout le centre-ville. Sortir masqué, beaucoup en avaient déjà pris l'habitude. Mais le fait d'étendre cette obligation divise. Certains sont rassurés, d'autres plutôt irrités. Exemple à Charleroi avec Aurélien Ton et Gaëtan Zanqueta. Dans les rues, une majorité de passants est déjà masquée. Ce sera la règle dès demain à l'intérieur du petit ring de Charleroi, soit le centre-ville. C'est pas une mauvaise idée, ça obligera les gens à être un peu plus sérieux, je vais dire, par rapport à ça. Malheureusement, enfin voilà, on doit en arriver là, quoi. Moi, je n'ai pas spécialement envie d'être confiné. Je comprends d'un côté, mais quand on est en plein air, c'est pas si agréable que ça. Aussi pour les fumeurs, je ne sais pas comment ils vont faire. Autre espace concerné, les zonings commerciaux et leur parking. Le shopping sera masqué ou ne sera pas. Si tout le monde porte le masque, les gens vont être rassurés et donc vont peut-être venir plus longtemps. Peut-être pas plus longtemps, mais au moins ils n'auront plus peur de venir, quoi. Mais pour les centres commerciaux, je suis pour. Mais pour les endroits en public, moi je suis contre. Le virus, il est là, mais il faut l'accepter, il faut vivre avec. Porter le masque plus souvent, c'est aussi faire plus de lessive ou en acheter davantage pour les jetables. Par exemple, comme celui que je porte, ça devrait être distribué gratuitement, je trouve. Parce que bon, tous les gens n'ont pas les moyens. Moi, je pense aux gens qui
qui ont perdu leur emploi, comme moi je viens de le perdre. Oui, mais c'est pas un prix exorbitant, hein. La santé, c'est plus important que le coût d'un masque. Également concernées, les plaines de jeux sur tout le territoire de Charleroi. Sans problème, pas le choix, on n'a pas le choix. En plus les amendes sont salées, donc non, pas le choix. Il faut, hein, bien sûr, c'est normal. Pour la santé surtout, hein, c'est surtout ça. Exception, les enfants de moins de 12 ans, les sportifs et les cyclistes et les personnes assises avec leurs proches. Dès demain, les cafetiers et les restaurateurs sont aussi censés vous demander vos coordonnées quand vous entrez chez eux. Une mesure qui ne sera pas toujours facile à appliquer, mais que beaucoup de ces professionnels comprennent. Reportage à Brève, l'une des communes wallonnes les plus touchées par ce rebond de l'épidémie. Il est signé Mathieu Langer et David Muller. Le restaurant La Goutte, bonjour. Il n'attendra pas samedi pour prendre les coordonnées de ses clients. Est-ce que je peux vous demander un numéro de téléphone, là, au cas où? Julien réalisera le tracing par téléphone dès la réservation. Nous, on a pris la décision de le faire avant pour ne pas devoir commencer à donner des papiers aux gens qui doivent remplir pendant l'apéritif, par exemple. On trouvait ça plus pratique et comme ça, c'est fait, quoi. Les restaurateurs, victimes indirectes de cette seconde vague. À Brève, la commune dépasse le seuil d'alerte de 20 cas par 10 000 habitants. Si le foyer est maîtrisé, la population se sent impuissante, presque résignée. Quand on l'a relâché un petit peu, ça a peut-être été un peu vite, peut-être, je ne sais pas. Et puis les gens, je crois qu'ils étaient un petit peu au bout du rouleau, étant donné qu'ils étaient renfermés depuis autant de temps. On a fait des efforts pendant 3 mois et puis fourte, quoi. On voit bien qu'on n'a pas été contaminé, on ne connaît pas trop de gens qui ont été, donc voilà. On relâche l'effort, à mon avis, c'est ça. Au non-respect de la bulle des 15 personnes s'ajoutent d'autres mesures parfois moins suivies. Je crois que c'est plutôt les distances sociales. Le port du masque, il me semble qu'on le porte quand même. Le retour des gens en vacances, les jeunes qui se libèrent beaucoup plus, qui vont boire un verre, qui vont dans les soirées. Donc c'est vrai que voilà, c'est tout à fait normal qu'il y ait un regain à mon avis. Et ces derniers jours, ce magasin a même renforcé ses mesures de sécurité. Les caddies sont à nouveau obligatoirement désinfectés. Depuis une semaine ou deux, donc on a recommencé à faire nous-mêmes pour être sûr que tout soit fait correctement et dans les normes. Et, voilà. Et donc on a mis des bornes aussi où les gens se désinfectent les mains. Se désinfecter les mains, respecter les gestes barrières, autant de réflexes qu'il faut impérativement garder pour éviter la propagation du virus. Reste une question ce soir. Peut-on imposer aux clients des restaurants ou des cafés de laisser leurs coordonnées? Cela ne va-t-il pas à l'encontre des règles en matière de protection de nos données? Il semble en fait qu'il manque encore une base légale pour pouvoir appliquer cette mesure. Les explications d'Olivier Rosenwag avec Denis Caudron. Laisser, en plus d'un pourboire, son mail ou son numéro de téléphone au moment de quitter un restaurant ou un bar. La mesure tout juste annoncée en CNS divisait hier soir les clients. Je ne me sens pas menacée ni surveillée pour autant. J'ai rien à cacher, mais je ne veux pas que tout le monde sait que je suis ici. Autant qu'elle embarrassait l'Oreca. Mais c'est encore une charge en plus, donc on va devoir regarder, on va téléphoner, tracer, vous avez quelqu'un chez vous, tout ça c'est compliqué. Il s'est assis où, à quelle table, il a côtoyé qui? Ça ne va pas ça. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. On entre dans la vie privée du client. Et c'est justement pour ça que les restaurateurs pourraient bien ne pas avoir à lister leurs clients, en tout cas pas tant qu'un texte ne vienne encadrer la pratique. On ne peut pas traiter des données personnelles comme on le souhaite. Il existe un règlement qui organise tout cela, c'est le règlement général sur la protection des données, ou dit aussi RGPD, et celui-ci exige que pour traiter des données, il faut une base dite légale. Alors il existe plusieurs types de bases légales. Et dans ce cas-ci, ce qu'il faudrait, c'est un texte normatif, donc soumis au Parlement ou issu, par exemple, de l'État. Un texte toujours aux abonnés absents qui devra répondre à plusieurs questions. J'ai été dans un bar ou dans un restaurant et je suis infectée. Voilà, est-ce que je dois notifier le restaurant? Est-ce que celui-ci préviendra les autorités? Est-ce que je dois prévenir les autorités qui préviendront le restaurant? Donc à l'heure actuelle, tout cela n'est pas clair. La seule chose qui est claire à ce stade, c'est la durée de conservation des données, 14 jours et pas un de plus. Reste à savoir quand la mesure pourra légalement être appliquée. Dès le 1er août, tous les Belges qui reviennent de l'étranger devront donc remplir un formulaire avant de rentrer au pays. Cela concernera tous les voyages d'au moins 48 heures en dehors de la Belgique. Le problème, c'est que cette mesure semble encore assez floue pour certains, d'autant que le formulaire en question n'existe pour l'instant qu'en anglais. Michael Menten avec Michael Harvey.
Si c'est en anglais. Difficile de le remplir car il est en anglais. Marie-Rose, en route pour 2 semaines en Alsace, découvre le formulaire qu'elle devra remplir avant son retour en Belgique. Mais on ne sait pas encore à qui s'adresser, donc on verra à ce moment-là. Dès qu'on rentre, la police peut-être. Vito est lui aussi en partance pour la France. Il ne comprend pas cet étrange document. Vito, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ben alors là, je dois lire. Aucune idée, moi. Et si les voyageurs sont inquiets, les tours opérateurs ne sont pas plus informés. Pour le moment, nous sommes informés aussi par les médias. Déjà en anglais, ce n'est pas une langue officielle belge. Deuxièmement, les gens doivent l'imprimer, le remplir, le scanner, l'envoyer vers une adresse mail. Ceci n'est pas faisable pour les gens qui sont en vacances, en tout cas. Pas faisable, et pourtant tous les vacanciers vont devoir s'y plier. Pour chaque voyage de plus de 48 heures, peu importe la destination et le moyen de déplacement. Donc s'ils veulent aller faire des courses juste de l'autre côté de la frontière, ce ne sera pas nécessaire. Du moment que vous êtes 48 heures à l'étranger. Quand je vois comment les gens parfois se portent dans les clubs, etc., en vacances, je pense que c'est un document qui est nécessaire, ou qui sera malheureusement nécessaire. Les autorités travaillent sur une nouvelle version électronique, bientôt disponible en néerlandais et en français. Et on vient aussi d'apprendre qu'un nouveau Conseil national de sécurité devrait avoir lieu vendredi prochain pour déterminer si de nouvelles mesures doivent être prises ou si l'on peut, oui ou non, poursuivre le déconfinement. Dans la deuxième partie de ce RTL Info 19h, nous irons notamment à Istanbul où les musulmans ont en quelque sorte repris possession aujourd'hui de l'ex-basilique Sainte-Sophie. On s'intéressera aussi à ces rodéos de trottinettes électriques qui sèment la pagaille depuis quelque temps sur les Champs-Élysées à Paris. Des jeunes qui roulent trop vite et sous influence. Et puis notre série de reportages consacrée aux vacances 100% belges nous emmènera ce soir à la découverte d'une fausse grotte très originale. Mais d'abord, un mot de ceux qui se considèrent aujourd'hui comme les oubliés du déconfinement, ceux qui attendent toujours de pouvoir reprendre leurs activités et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas le faire. C'est notamment le cas des boîtes de nuit, des DJ et de ceux qui louent du matériel de sonorisation. Fanny Dehaye, Julien Raoué. Cela fait 5 mois que sur la piste, seuls les faisceaux lumineux bougent et dansent. Marc pensait qu'il pourrait à nouveau accueillir ses 800 clients hebdomadaires. Une échéance à nouveau décalée. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas ouvrir une discothèque au lieu d'avoir 800 personnes. Je ne dis pas d'avoir 800 personnes, mais d'avoir par exemple 200 personnes où on peut danser avec le masque, venir au bar avec le masque et qu'on l'enlève quand on revient à notre table, comme dans un restaurant. Touché aux soirées, au rassemblement de centaines de personnes, c'est impacté bien plus que le secteur de l'événement. L'événementiel, c'est environ 80 000 personnes en Belgique. Et bien entendu, tous les sous-traitants, tous les intervenants dans n'importe quel spectacle, événement, concert, il y a toute une série de personnes qui sont normalement commandées pour venir travailler et qui ne seront plus commandées pour venir travailler. Alors certains trouvent des solutions. Voilà. Retour chez Marc, enfin plutôt dans sa bouée de secours. Un bar dansant qu'il a ouvert durant une dizaine d'heures avant d'être confiné. Depuis peu, les clients s'assoient ici en terrasse et profitent de la musique. C'est une nouvelle formule en attendant, je veux dire, de pouvoir refaire la fête comme avant. On fait un petit blind test où il y a un blind test sur la table avec un désinfectant et les gens s'amusent bien. C'est un test pour l'instant. Oui, je pensais que c'était une bouée, mais malgré qu'il y a du monde, la rentabilité n'y est pas. Parce que justement, on doit arrêter à 1h du matin, alors qu'on pourrait aller jusqu'à 2 ou 3 heures, ça ne changerait pas grand-chose, mais bien pour nous financièrement. L'occasion pour lui de garder un pied dans l'ambiance de fête, malgré les factures qui se multiplient. La France, elle aussi, durcit le ton. Le Premier ministre Jean Castex vient d'annoncer des tests obligatoires pour les voyageurs provenant de 16 pays où le virus circule fortement en ce moment. Les États-Unis, l'Algérie ou encore le Maroc. Il a aussi vivement recommandé aux Français d'éviter de se rendre dans la région espagnole de Catalogne.
Ailleurs dans le monde, la pandémie continue aussi de faire des victimes et de plus en plus d'États qui s'étaient déconfinés font marche arrière ou durcissent les mesures sanitaires. C'est le cas notamment aux États-Unis qui reste à ce jour le pays le plus touché. Jean-Pierre Martin. La Floride a aussi imposé le port du masque dans tous les lieux publics. Les États du sud des États-Unis sont les plus touchés. À l'échelle du pays, le cap des 4 millions de cas officiels a été dépassé hier soir. 1 million de plus en moins de 2 semaines seulement et 144 000 morts, dont 1200 au cours de la seule journée de hier. Voici le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 15 millions de cas dans le monde, 619 000 décès et en alerte l'Asie. Au Japon, les 10 millions d'habitants de la capitale, Tokyo, sont invités à rester chez eux tout au long de ce week-end. Face à la recrudescence de l'épidémie, plusieurs pays envisagent des reconfinements partiels. L'Australie, qui avait jusqu'à présent réussi à contenir l'expansion du virus, est confrontée depuis 2 semaines à des centaines de cas d'infection. L'Inde est le pays qui inquiète le plus. Les habitants se ruent dans les pharmacies à New Delhi. Les images les plus effrayantes nous viennent de la lointaine banlieue de la capitale, là où vivent les chiffonniers. Au milieu des tonnes d'ordures qui leur permettent de survivre, il y a tous les déchets médicaux, dangereux, contaminés. Ni les enfants, ni les adultes ne sont protégés. Il n'y a aucune mise en garde. Le nombre de malades dépasse le million. L'Inde devient l'un des principaux foyers d'épidémie du monde. Et face à cette pandémie, le président américain Donald Trump annule la convention républicaine prévue le mois prochain en Floride. C'est là qu'il devait être officiellement intronisé comme candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Le président brésilien, lui, semble prendre tout ça à la légère. Jair Bolsonaro, toujours contaminé par le virus, s'est promené, vous le voyez, à moto sans masque et a discuté de près avec des balayeurs à proximité de sa résidence de Brasilia. Une pandémie qui pousse aussi les studios Disney à décaler la sortie de plusieurs films. Mulan a été reporté, une date ultérieure non précisée. Le 2e épisode d'Avatar ne sortira qu'en décembre 2022 et le 10e de Star Wars fin 2023, soit avec 1 an de retard sur le calendrier prévu. Dans le reste de l'actualité, il y a aussi en Turquie cette première prière aujourd'hui à l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Un moment historique pour les milliers de musulmans qui y ont participé, dont le président turc en personne. On sait que la reconversion de cet édifice en mosquée a suscité la polémique. Jean-Pierre Martin. Des 4 minarets, le premier appel à la prière a marqué la transformation de Sainte-Sophie en mosquée. 350 000 fidèles et partisans du président Erdogan s'étaient rassemblés autour du monument. Les fondations de la première basilique de la chrétienté remontent au IVe siècle. Témoin des luttes entre chrétiens d'Orient et d'Occident, Sainte-Sophie était devenue une première fois une mosquée lors de la prise de Constantinople au XVe siècle. À la chute de l'Empire ottoman, elle avait été transformée en musée. Pour les nationalistes et les islamistes turcs, c'est la revanche du président Erdogan sur l'histoire. Qu'Allah bénisse notre État, que Dieu bénisse Recep Tayyip Erdogan pour nous avoir permis de vivre cette journée. Devant le tombeau du sultan qui avait mis fin au règne chrétien, le président turc s'est voulu rassurant. Nous avons brisé les chaînes, mais comme mosquée, Sainte-Sophie restera un lieu d'héritage culturel pour toute l'humanité. Ces propos n'ont pas suffi à calmer la colère des Grecs. Les drapeaux ont été mis en berne. Les cloches des églises ont sonné en guise de protestation. Ils ternissent les valeurs universelles. C'est pourquoi une condamnation est exigée. Pour les Grecs, la transformation de Sainte-Sophie est un jour de deuil. Elle rappelle une histoire douloureuse et conflictuelle. Elle entretient des tensions particulièrement vives en ce moment. À Paris, c'est un nouveau phénomène urbain qui inquiète les autorités. Depuis plusieurs semaines, des rodéos à trottinettes électriques envahissent la célèbre avenue des Champs-Élysées. Des jeunes grisés par du gaz hilarant dont la conduite est bien sûr très dangereuse. Mathieu Langer. Des trottinettes par centaines. L'avenue des Champs-Élysées prise d'assaut.
dans un chaos étourdissant. En pleine semaine, à la tombée de la nuit, ces jeunes forment un véritable rodéo urbain à pleine vitesse. Ils slaloment dans le trafic, un comportement extrêmement dangereux. J'ai même vu des trottinettes foncer sur une fille. La fille, elle est tombée, ça a fait une bagarre. C'était vraiment n'importe quoi ce jour-là. Ces conduites à haut risque sont amplifiées par la consommation de protoxyde d'azote. Dans ces capsules, un gaz hilarant, dangereux pour la santé, qui provoque des pertes d'équilibre ou de la mémoire. 66 cas d'intoxication grave ont été répertoriés en France ces 3 dernières années. Des accidents causés par une vitesse excessive entre 20 et 25 km/h. On a trouvé plein de trottinettes cassées, complètement cassées, qui étaient laissées pour compte sur les Champs-Élysées. Grâce au GPS intégré, les opérateurs de trottinettes comptent supprimer les comptes utilisés pendant ces rodéos. Certains vont même brider les vitesses en fonction du lieu et de l'heure de l'utilisation. À partir de 10 h, la vitesse sera limitée pour les dots à 8 km/h le vendredi soir et le samedi soir entre 10 h et 6 h du matin. Une mesure drastique qui devrait stopper net ce phénomène inquiétant. Retour chez nous avec cet important dégagement de fumée cet après-midi à Floreffe, des fumées qui ont inquiété les habitants proches du lieu de l'incendie, car ce sont en fait des déchets qui ont brûlé dans un reciparc. Heureusement, les fumées n'ont pas été considérées comme toxiques. Les pompiers ont déployé de gros moyens pour éteindre le sinistre. Ce sont des images d'Henri Cornel. La suite de nos reportages consacrés à ces vacances qui seront pour beaucoup, c'est vrai, 100% belges cette année, avec une nouvelle idée de visite ce soir, la grotte Saint-Antoine de Padoue. Une fausse grotte en fait, mais très originale, construite il y a 120 ans à Crupet, l'un des plus beaux villages de Wallonie. Gauthier Falk, Alain Gardy. 300 tonnes de pierres amassées dans un style un peu chaotique. Des statues placées jusqu'à 15 mètres de hauteur. Voici en quelque sorte la grotte de Lourdes, belge. Sauf qu'ici, l'endroit n'a rien de naturel. Il a été construit en 1900 à l'initiative du curé de l'époque. Et donc il a embrigadé vraiment tous les habitants, tous les hommes, le dimanche, qui était leur jour de repos, pour aller chercher les pierres de roche ici dans les bois aux alentours et ériger vraiment la grotte petit à petit. Donc ça a pris 3 années complètes. Ils ont bétonné, ils ont cimenté, ils ont vraiment été créatifs. Parce que ce sont nos ancêtres, nos grands-parents ou grands-pères ou arrière-grands-pères ou arrière-arrière-grands-pères qui ont construit cette grotte. Et donc on considère un peu que c'est un héritage dont nous devons être fiers et dont nous devons nous occuper. Et donc après le déconfinement, vers le 15 mai, on a fait un samedi matin tout le nettoyage. On a tout désherbé. Mais Patricia vient aussi ramasser les dons des croyants et touristes. Des visiteurs, parfois surpris. C'est trop comique, s'exclame ce couple de touristes flamands, venus ici sous les conseils d'un gérant d'hôtel, mais ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. C'est un très joli village, il a dit, et il y a une grotte, mais on n'a pas prévu que c'était une grotte comme ça. Hein. C'est un peu surprenant. En fait, on s'attendait à une cave pour visiter avec un guide. Alors on lui a demandé, on peut visiter la cave avec un guide? Non, il n'y a pas va de découvrir toi-même. Alors c'est vraiment surprenant ici. C'est ça. Oui, chouette. Ouais. C'est une grotte artificielle avec des statues, des fausses stalactites, des fausses stalagmites. Vraiment, Saint-Antoine sur son lit de mort, qui est vraiment assez impressionnant. Et donc ça donne toute une illusion. Et c'est, je pense, ça les caractéristiques du kitsch. Et du kitsch, on en retrouve aussi à l'arrière de la grotte, avec le diable repoussé par Saint-Antoine, un endroit qui marque les touristes. D'ailleurs, la grotte est aussi surnommée la grotte du diable, alors que c'est tout l'inverse, c'est la grotte de Saint-Antoine de Padoue, mais c'est du fait de la statue du diable qui est ici derrière moi et qui est assez impressionnante. Et du coup, voilà, dans l'imaginaire, ça reste plus marquant que Saint-Antoine, alors que, comme vous le voyez, notre diable est tout à fait apeuré parce qu'il est repoussé par Saint-Antoine. Malgré son côté original, cette grotte est aussi un lieu de culte, de pèlerinage. En témoignent les prières parfois cachées juste contre les pierres, ou bien ces plaques de remerciement pour des prières exaucées. L'endroit attire jusqu'à 10 000 visiteurs par an.
Et on se quitte avec ce rappel, n'oubliez pas que dès demain, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux très fréquentés et qu'il faudra aussi laisser vos coordonnées lorsque vous allez dans un café ou dans un restaurant. Toutes ces règles sont bien sûr à retrouver en permanence via notre application RTL Info. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo de Vanessa Matagne, suivie du magazine Make Belgium Great Again. Tout ce week-end, c'est Salima Bellabas qui vous informera. Très belle soirée avec nous. Bon week-end et à bientôt. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.